Il est temps de mettre fin à la première grosse série de vidéos de la chaîne en faisant le top 10 des meilleurs poids mouches de l'histoire. C'est largement la plus difficile à faire de toutes parce qu'il est assez difficile de retracer le parcours des 57 kg dans le sport. Les flyweights n'ont pas vraiment une histoire linéaire et il est assez difficile d'isoler tout ce beau monde. En effet, dans les premières heures du MMA, ils combattaient essentiellement au Shooto ou dans des organisations plus mineures comme le Taki Palace Fights, et les organisations majeures de MMA ne se sont emparées de ces catégories que sur le tard. Au WEC par exemple, il n'y avait pas de 57 kg, donc la majorité des poids mouches que l'on a connus plus tard y combattaient chez les poids coqs. L'UFC a créé sa catégorie en 2012, le Rising vient tout juste de couronner son premier champion des poids mouches, et le One n'est apparu qu'en 2015 avec sa catégorie des 57 kg qu'elle a appelée poids paille, mais avec tout le respect que j'ai pour eux, ils n'ont jamais eu de 57 kg de très haut niveau. Quand Demetrius Johnson y est allé, il a combattu en 61, donc ça ne compte pas. D'ailleurs, aucun combat en 61 kg ne compte pour cette vidéo. Tout ça pour expliquer que c'est un petit peu le foutoir, mais que j'ai réussi à dégager un top 10 avec lequel je me sens satisfait. Pour être honnête, il oscille entre la modernité de l'UFC et quelques anciennes gloires du Shooto, donc il souffre encore une fois de ce problème de linéarité. Une fois que c'est dit, vous êtes sur la chaîne des Journeyman et voilà les 10 plus grands poids mouches de l'histoire du MMA. Numéro 10, Brandon Royval. Ouvrant ce classement, on retrouve l'actuel challenger numéro 1 de l'UFC, Brandon Royval. En toute transparence, cette 10e place s'est jouée entre Jussier Formiga et lui, mais en réévaluant la carrière de Brandon, je me suis surpris à redécouvrir qu'il a eu un parcours assez phénoménal, faisant de lui, selon moi, le deuxième meilleur poids mouche de l'histoire de l'UFC à n'avoir jamais touché la ceinture. On va y revenir plus tard. Même s'il a combattu pour le titre l'année dernière, c'est vraiment cette année 2024 qui a permis d'établir Brandon comme un poids mouche d'exception. Sa victoire contre Moreno est évidemment sa performance de référence, et je ne serais pas surpris qu'on le revoit combattre pour le titre d'ici peu. Il a émergé en 2020 après l'ère de Demetrius Johnson, dont le départ a un peu relancé les intrigues de la division, on ne va pas se mentir. Avec des victoires contre des adversaires très solides comme Kai Kara France, Mateus Nicolaou, Brandon Moreno et plus récemment Tatsuro Taira, Royval s'est imposé comme un incontournable de la division à son heure la plus dense compétitivement parlant. C'est son agressivité sur les pieds et son superbe cardio qui ont fait de Royval l'une des attractions majeures des 57 kg, et à seulement 32 ans, il a tout à fait le temps de s'emparer de la ceinture et de faire un bout de chemin avec. Numéro 9, Yasuhiro Urushitani. Il y a 3 poids mouches majeurs qui ont marqué les premières heures de la catégorie au Japon, et pour être honnête, il a été très difficile de les ranger dans ce classement. Mais des 3, Yasuhiro Urushitani est assez aisément celui qui a le moins marqué le sport de son empreinte, et c'est pour cela qu'il se retrouve à cette 9e place. Pendant de longues années, il a un petit peu tenu la chandelle de l'étincelante rivalité entre Mamoru Yamaguchi et Shinichi Kojima, et il a eu beaucoup de mal à y trouver sa place. Échouant par 2 fois à récupérer la ceinture du Shooto, il a fini par prendre sa revanche sur Yamaguchi en 2007, puis a enfin reporté le Saint Graal en 2010 contre Ryuichi Miki, un accomplissement marquant pour le japonais qui courait après cette ceinture depuis 2003. Alors considéré comme le meilleur poids mouche du monde par beaucoup, il a reçu un appel de l'UFC en 2012 pour participer au tournoi A4 servant à déterminer le champion inaugural de la catégorie. Mais à pas loin de 40 ans et avec un style ne pouvant plus rivaliser avec les standards américains de l'époque, Yasuhiro n'a pas fait le poids contre José Benavidez et son parcours à l'UFC a été écourté après une seconde défaite. Malgré quelques apparitions sporadiques au One Championship, il ne s'est jamais vraiment relancé après son passage outre-Atlantique et a conclu sa carrière en 2016 après une toute dernière apparition au Shooto qui lui a permis de boucler la boucle. Numéro 8, Mamoru Yamaguchi. Mamoru Yamaguchi était une figure extrêmement importante du MMA japonais du début des années 2000. Dans l'ombre du Pride, l'homme à l'afro si reconnaissable faisait des ravages dans les catégories de poids les plus légères de l'époque. D'abord le champion inaugural du Shooto des 61 kg en 2000, il est devenu le tout premier champion des moins de 57 kg lors de la création de la catégorie en 2003 en battant Yasuhiro Urushitani. 2 défenses plus tard par match nul, c'était malheureusement assez courant dans le Shooto de l'époque, il a fini par perdre sa ceinture au profit d'un combattant dont on parlera un petit peu plus tard. Du fait de son statut et de sa place dans le MMA nippon, il a été choisi par le KOTC pour être le main event de la venue de la promotion californienne à Okinawa, battant Frank Baka pour devenir champion inaugural de la promotion en 2010. Cette victoire marque ce qui est sûrement le dernier grand succès majeur de la carrière de Mamoru, qui a tout de même remporté la ceinture du pancras à 40 ans en 2017 en battant Ryuichi Miki dans une décision partagée qui avait une bonne odeur de jugement maison. Très réputé pour ses contres en pied-point, il aura laissé un tendre souvenir aux fans de l'époque, notamment avec son afro légendaire qui était un hommage au boxeur japonais Yoko Kushiken. Assurément une présence majeure dans un MMA nippon en plein essor, il aura marqué son temps jusqu'à sa retraite bien méritée en 2019. Numéro 7, José Benavidez.
Peut-être le meilleur combattant de l'histoire de l'UFC à n'avoir jamais remporté de ceinture, la carrière de Joseph Benavidez est celle d'une frustration permanente pour l'un des meilleurs talents que le sport n'ait jamais connu. Joseph a combattu 4 fois pour la ceinture de l'UFC et même une fois pour la ceinture des 61 kg du WEC et il est toujours rentré bredouille. Pourtant, le Texan a un palmarès formidable, témoignant de son niveau d'exception au milieu d'une époque cruellement promise à un seul homme, Demetrius Johnson. Ce dernier est un grand champion aussi car il a privé une génération complète d'athlètes de toucher à la ceinture de champion du monde. Benavidez en a été l'une des victimes majeures. Il a perdu le combat désignant le champion inaugural de la catégorie dans une cruelle décision partagée à l'UFC 152 et 3 victoires plus tard, il s'est fait mettre KO au premier round par un homme qui semblait déjà se détacher du reste du monde. Il lui aura fallu remporter 9 de ses 10 prochains combats, dont une victoire un peu étrange contre Henry Cejudo, pour de nouveau bénéficier d'une chance à la ceinture, mais par 2 fois, Deiveson Figueiredo a coupé court aux aspirations de ceinture de Joseph. À 37 ans, et comprenant qu'il ne parviendrait jamais à poser ses mains sur le précieux sésame, il a dit au revoir au MMA le cœur lourd. Une cruelle carrière pour Benavidez, qui aura battu tous ses contemporains sauf 2, des victoires contre Yasuhiro Urushitani, Ian McCall, Jussier Formiga, Henry Cejudo ou encore Alex Perez lui ont permis de se constituer un palmarès extrêmement dense dans lequel il ne manque vraiment qu'une seule chose. Sans Johnson, il aurait probablement eu un long et fructueux règne, mais l'histoire ne peut pas être ainsi réécrite. Numéro 6, Shinichi Kojima ou BJ. La très courte carrière de Shinichi Kojima fut théâtrale pour le dire simplement. Son règne en tant que champion du Shooto est surtout le récit de sa rivalité légendaire avec Mamoru Yamaguchi qui a longtemps été la meilleure rivalité ayant marqué l'histoire de la division. Les deux hommes se sont affrontés par 3 fois dans une trilogie dantesque qui s'est entamée par un match nul que Mamoru Yamaguchi aurait probablement dû remporter, puis par une victoire en moins de 2 minutes de Kojima sur son rival, et enfin un retournement de situation improbable 2 ans plus tard lorsque Shinichi soumet Yamaguchi après avoir perdu la quasi-intégralité du combat. Kojima a toujours été un outsider, son style le voulait, son attitude aussi. Il a souvent été perçu comme une force disruptive dans l'illustre domination de Yamaguchi sur la catégorie au Japon, et en prenant le meilleur sur son rival de toujours, il a prouvé qu'il était bien celui qui méritait d'être au sommet des moins de 57 kg nippons. Après 4 ans de règne, il a malheureusement dû rendre sa ceinture après des complications aux ligaments croisés qui ont constamment empoisonné la suite de sa carrière. Même s'il n'a jamais su retrouver le niveau qui fut le sien avant ses blessures, il lui aura suffi de quelques années d'activité pour marquer le sport de son empreinte et remporter l'une des meilleures rivalités de l'histoire du MMA japonais. Numéro 5, Henry Cejudo. Avec Henry Cejudo, cette liste entre dans un tout nouveau niveau de combattant. Bien qu'il concourt depuis quelques temps chez les 61 kg, c'est bien chez les poids mouches qu'Henry Cejudo a connu selon moi ses meilleures heures. C'est un peu compliqué de placer Henry dans ces classements parce qu'il a tout de même pas combattu tant que ça en 57 kg, mais cette simple victoire sur Demetrius Johnson en 2018 suffit à en faire l'un des acteurs majeurs de l'histoire de la division. Il aurait pu aisément être plus bas dans cette liste, mais j'ai estimé qu'il était à sa juste place ici. Cette victoire contre Johnson joue énormément évidemment. En battant DJ, il est non seulement devenu champion de l'UFC, mais il a surtout mis fin à l'un des règnes les plus dominants de l'histoire du MMA. On peut débattre éternellement sur la décision, c'est l'une des plus serrées de l'histoire du sport de toute façon, mais que l'on veuille ou non, Henry a remporté ce combat et c'est un accomplissement absolument formidable. Même s'il est majeur, ce n'est pas le seul fait d'armes de Triple C évidemment. Avec des victoires contre Sergio Pettis et Jussier Formiga notamment, l'ancien médaillé olympique a des succès significatifs contre des acteurs majeurs d'une division qui à l'époque était un petit peu désespérée de se renouveler. Il ne défendra sa ceinture qu'une fois contre la version zombifiée mais testostéronée de TJ Dillashaw, ce qui est la raison pour laquelle je ne peux pas décemment le placer plus haut dans cette liste. Un passage plutôt éphémère donc qui lui aura tout de même permis d'accomplir ce que beaucoup considéraient comme impossible et qui a un peu libéré la division d'un poisson qui était devenu un peu trop gros pour une mare si étroite. Numéro 4, Deiveson Figueiredo. Les 3 prochains combattants sur la liste peuvent à peu près être ordonnés comme bon vous semble. J'ai établi un classement entre les 3 évidemment, mais en toute sincérité, les choses se valent à peu de choses près. Je vais bien sûr vous expliquer mon raisonnement, mais vous êtes tout à fait en droit de ne pas le considérer. Je commence à cette 4e place donc par Deiveson Figueiredo, qui est devenu champion en battant Joseph Benavidez suite au départ de Cejudo de la division. Il a d'ailleurs dû s'y prendre à 2 reprises contre Benavidez parce qu'il avait loupé la pesée la première fois et qu'il était donc inéligible à la ceinture. L'histoire du règne de Figueiredo, c'est bien sûr celle de cette quadrilogie avec Moreno qui s'est étalée sur 3 ans et qui, en temps normal, m'aurait un petit peu agacé, mais je dois dire qu'il n'y avait pas tant d'options alternatives à l'époque. Leur rivalité a commencé par un match nul que Figueiredo aurait dû remporter selon moi, mais c'était pas indécent. Puis, les deux hommes se sont échangés la ceinture jusqu'à la victoire définitive de Brandon lors de l'UFC 283. C'est essentiellement le fait qu'il ait fini par perdre cette rivalité qui m'a poussé à le classer 4e, je vous aurais prévenu, les lignes sont fines, mais aussi le fait qu'il soit devenu champion la première fois en battant l'adversaire qui ne l'était pas. La ligne déjà fine, des épaissit encore un petit peu
peu plus. Ce n'est pas vraiment que j'ai grand chose à reprocher à Figueiredo d'ailleurs, le dieu de la guerre est un combattant extrêmement complet, très puissant pour la division, avec un style violent qui ravira petits et grands. La façon avec laquelle il a décimé Benavidez était très impressionnante, sa défense de titre contre Alex Perez tout autant, et globalement, il y a peu de choses à redire sur lui. Il est simplement tombé au milieu de l'histoire exceptionnelle qu'était en train d'écrire Moreno, et d'une certaine façon, il s'est un peu transformé en antagoniste par 2 fois en battant Brandon et Benavidez, 2 des poids mouches les plus appréciés par les fans. Sa montée en coque était la bienvenue en revanche, parce qu'on sait que faire 57 kg était très difficile pour son organisme, et il a d'ailleurs montré toutes ses qualités chez les poids coques. Un grand combattant, excellent champion au style superbe, il n'y a pas grand chose à redire sur Figueiredo. Numéro 3, Brandon Moreno. Il fallait être là pour l'ascension de Brandon Moreno. Le combattant rejeté de l'UFC après sa défaite contre Pantoja en 2018 a écrit l'une des plus belles histoires de rédemption de l'UFC. Son retour dans la promotion et son parcours formidable jusqu'à sa prise de pouvoir à l'UFC 263 ont donné lieu à des moments extrêmement touchants et le voir avec le titre a suffi à réchauffer les cœurs des plus aigris des hommes. Double champion de l'UFC et champion intérimaire une fois aussi, Brandon a véritablement marqué le sport de son empreinte et à seulement 30 ans, il a encore de quoi écrire de très belles pages à l'UFC. Ses victoires contre Davidson Figueiredo, Kai Kara France, Brandon Royval et plus récemment Amir Albazi lui auront permis de constituer un palmarès extrêmement dense, capable de résister à l'épreuve du temps. Je serais tenté de dire que Figueiredo a eu globalement un parcours plus solide que le sien, mais sa victoire dans leur rivalité et la beauté de son histoire m'ont poussé à le placer plus haut que lui dans cette liste. À l'heure où paraît cette vidéo, il ne sort pas exactement de sa meilleure période sportivement parlant, mais j'ai bon espoir que son succès du week-end dernier contre Amir Albazi parvienne à le relancer. Il y a une foule d'adversaires que j'aimerais le voir combattre, il est extrêmement complet, très plaisant à voir dans l'octogone et je suis certain qu'il a encore énormément de choses à proposer aux fans. Numéro 2, Alexandre Pantoja. On passe à un combattant dont le positionnement sera peut-être un petit peu controversé, mais le fait qu'il soit toujours champion du monde à l'instant où j'écris cette vidéo a vraiment joué en sa faveur. Alexandre Pantoja est venu amener un petit peu de stabilité dans la division après les passes d'armes entre Moreno et Figueiredo. Sa série actuelle de 6 victoires de rang témoigne de son niveau phénoménal et s'il enchaîne une 3e défense de titre contre Kayazukara en décembre, ce que je pense qu'il fera d'ailleurs, il s'imposera vraiment comme un incontournable toute catégorie de poids confondus, avec 3 victoires contre Brandon Moreno dont une pendant TUF, 2 contre Brandon Royval, des succès contre Manel Kape, Steve Herzberg ou encore Alex Perez, Pantoja a prouvé qu'il était véritablement le meilleur poids mouche actuel et non pas un champion d'emprunt comme certains voulaient le faire croire après sa victoire très serrée de l'UFC 290. Je ne crois pas qu'il soit nécessairement le meilleur techniquement, notamment défensivement, et il a une faculté un petit peu déroutante à constamment se retrouver dans des combats très serrés, mais Pantoja a une seconde nature qui se révèle dans sa grosse agressivité et sa volonté sans faille. C'est ainsi qu'il arrache des victoires et son palmarès est indéniable désormais, même s'il ne reçoit pas vraiment le respect qu'il mérite. Aussi, il faut le dire, le fait qu'il soit actuellement champion du monde joue en sa faveur, puisque son règne peut théoriquement être infini. Je dois dire que son grand désavantage pour l'instant est qu'il ne s'est pas montré très démonstratif en tant que champion, notamment dans sa victoire contre Steve Herzberg, sur laquelle un second regard peut vraiment vous questionner sur la décision des juges. En revanche, on en revient à ce point sur la volonté et sur son éternelle résilience, Pantoja n'abandonne jamais un combat. Pour toutes ces raisons, il est déjà selon moi le 2e plus grand poids mouche de l'histoire, mais malheureusement pour lui, il ne peut probablement que reculer dans ce classement à l'avenir, tant la place de numéro 1 est incontestable. Numéro 1, Demetrius Johnson. On n'était pas exactement sur le suspense de l'année, mais bien évidemment que Demetrius Johnson est et restera probablement à jamais le plus grand poids mouche de l'histoire. Je ne crois pas avoir besoin d'une grande justification pour affirmer ce point, mais je vais quand même citer 2-3 chiffres clés du règne de Mighty Mars à l'UFC. 11 défenses de ceinture, un règne sans partage pendant plus de 6 ans durant lesquels il a semblé intouchable, une génération entière de combattants anonymisés par ses exploits, et ce qui est selon moi toujours le finish le plus impressionnant de l'histoire du MMA. Il n'y a pas d'égal à Johnson chez les 57 kg et peu dans le MMA dans sa globalité. Ce qu'il a accompli est inhumain et surtout je doute qu'il soit possible de le répliquer un jour tant la division semble dense en son absence. Certains pointent souvent du doigt la faiblesse de son opposition comme une façon de décrédibiliser son règne, mais il y a une surpuissance qui existe dans le fait de ne laisser à aucun contemporain la place de se faire un nom. Johnson est seul au monde dans la cage et lorsqu'on parle de grandeur, on se doit aussi d'évoquer sa personnalité et son influence. Bien qu'il ait toujours peiné à accrocher le cœur des fans les moins aguerris, DJ a été un exemple martial, un modèle positif pour les fans du sport et bien loin de certaines frasques de certains autres combattants. Accomplir ce qu'il a accompli au milieu d'un conflit ouvert avec Dana White et l'UFC ne doit pas être minimisé tant la pression qui résidait sur ses épaules devait être grande. Vous pardonnerez mon côté kitsch, mais Demetrius Johnson, c'est la classe incarnée, en dehors et dans l'octogone et rien ne pourrait plus jamais entacher son héritage. Voilà pour mon classement, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ça vous a plu et que vous voulez pas rater les prochaines. Et nous, on se reparle bientôt, salut tout le monde.